Comment se porte le trafic aérien justement? Vous avez à peu près 255 millions de passagers, c'était le chiffre 2019. Est-ce qu'on est revenu à ces chiffres d'avant Covid? Alors ça dépend des régions du monde. Dans les Amériques, notamment Amérique du Nord, Amérique centrale, on a des aéroports qui sont déjà au-dessus de 2019. République dominicaine, Costa Rica pour nous. L'Europe a eu un trafic très tonique cet été, ce qui prouve que la demande de voyage, la demande de liberté, après autant de confinement, est très importante. Un pays comme le Portugal, où nous opérons tous les aéroports, on a atteint à peu près le trafic de 2019. D'accord. Et puis l'Asie est en retard. L'Asie est en retard pour plein de raisons. Beaucoup de pays asiatiques sont restés fermés et la Chine notamment est fermée. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Ce matin, le Premier ministre japonais, par exemple, vient de décider d'ouvrir le pays le 11 octobre prochain. Donc ça change. Les Amériques d'abord, l'Europe très fort cet été et l'Asie qui viendra sans doute un peu plus tard. C'est quoi les prochaines cibles pour vous? Désormais, vous avez donc 70 aéroports. Sur la question des aéroports, où est-ce que vous voulez aller? Alors, on a acquis 3 réseaux très récemment qui sont symboliques de cette évolution du monde. 13 aéroports au Mexique. C'est un pays dont le trafic, c'est un grand pays dont le trafic intérieur est dynamique, mais aussi des relations avec les États-Unis. Et vous savez que les États-Unis vont sans doute replacer une partie de leur industrie de la Chine vers le Mexique, pour des raisons géopolitiques. On a remporté les aéroports du Cap-Vert, qui sont des îles au large de l'Afrique. Des îles, ça a besoin d'aviation. C'est un pays à la fois touristique et en plein développement. Et on a été attributaire de l'aéroport de Papeete, Tahiti. On imagine bien qu'on ne peut pas aller à Tahiti sans l'avion. Mais là encore, un programme exemplaire. Ça va être le premier aéroport au monde où on va mettre en place un rafraîchissement par l'eau froide qu'on va aller chercher au fond de la mer. Et donc, pas de climatisation électrique. Un conditionnement par l'eau froide de la mer. Ce sera une première mondiale proposée par Vinci. Alors on parle beaucoup d'hydrogène ce matin, on était avec le patron d'Opium, la voiture à hydrogène. Je ne sais pas si vous croyez à la voiture à hydrogène, mais en tout cas apparemment vous croyez aux avions à hydrogène. Vous êtes dans le fond hydrogène français. Pour faire quoi? C'est quoi votre vision de cette transformation, ce basculement vers d'autres énergies? Alors, comme vous l'avez signalé, l'important c'est l'énergie. C'est pas le voyage, c'est pas la mobilité. Notre besoin de déplacement, il changera pas. Comme notre besoin de logement, de nourriture. Ce qu'il faut, c'est changer l'énergie pour se déplacer. L'électricité, quand elle est décarbonée, c'est une bonne solution. Mais ça ne marche pas pour de la très longue distance en avion. Donc c'est pour ça qu'Airbus, en tant qu'avionneur, dit « Nous, on travaille sur l'avion à hydrogène à 2035, mais on est leur partenaire pour changer les infrastructures parce qu'on faudra produire de l'hydrogène vert sur les aéroports. C'est ce qu'on va faire à Lyon. Mais on est aussi actionnaire et fondateur, avec Total et l'Air Liquide, du plus grand fonds mondial d'hydrogène vert, initiative française, parce que l'hydrogène, ça va se développer partout. Dans le ferroviaire non électrifié, pour remplacer le diesel, pour les poids lourds, sans doute un peu plus prometteur que pour les véhicules. Mais ça vous ne croyez pas à Opium qu'on a reçu alors? Tous les modes de transport vont être touchés. Les voitures, les bus, les poids lourds et aussi les avions. Et c'est très prometteur. Simplement, dans l'avion, ce sera de l'hydrogène liquide.